on a eu une étude de l'INSERM qui d'abord, il faut le rappeler, est une étude de littérature. Donc c'est important parce qu'on peut penser, tout le monde a parlé d'une expertise, comme si les experts étaient allés dans chaque endroit pour voir et avaient suivi les usagers qui fréquentaient ces structures au long cours pendant 10 ans pour savoir s'ils s'en sortaient mieux que ceux qui étaient dans d'autres. C'est pas du tout ça. C'est des experts parisiens, enfin parisiens ou pas parisiens, des experts qui ont lu les rapports qui étaient rendus au sujet de ces structures. C'est ça, une étude, une expertise de littérature. Donc, premier point. Ensuite, c'est quelques pages, les salles d'injection, par rapport à un rapport très très important. Donc, on a retenu celui-là. Pourquoi? C'est pas à moi d'en juger, mais je remarque simplement que on n'a pas mis en exergue les autres choses. Troisièmement, les experts, bien évidemment, il y a toujours quelque chose de subjectif dans le choix des experts pour savoir ce qu'ils pensaient avant ou ce qu'ils pensaient après, mais il se trouve que vraisemblablement chez ces experts, il y avait des gens qui avaient déjà des idées précises sur l'intérêt de ces centres avant d'avoir même commencé ces expertises, puisqu'on a pris des experts du champ, comme on appelle, du champ médico-social, pour savoir si c'était une bonne chose ou une autre. Et je remarque simplement qu'il aurait peut-être pu être intéressant de mettre des experts d'un autre domaine. Bien sûr, c'est l'INSERM, donc c'est médical, mais il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Bon. Enfin, on a parlé dans la synthèse, parce qu'il y a toujours les documents de synthèse, et peut-être que c'est là où l'expertise a pêché un peu. On a réduit un peu l'expertise et les nuances qui étaient apportées dans cette expertise, parce que l'expertise rappelle cette notion du coût-bénéfice en disant qu'il faudrait peut-être d'autres études, des études complémentaires pour démontrer qu'il y aurait un bénéfice, en tout cas plus important que celui démontré, puisque ça n'existe pas en France. Il est difficile effectivement d'expliquer en quoi le bénéfice serait si on mettait en place ces structures. Donc il renvoyait à d'autres études. Et je reviens à la question de la synthèse. On a une difficulté puisque en matière de communication, ce qui a été repris le plus, c'est moins l'expertise en elle-même que le communiqué qui a été fait au sujet de l'expertise et qui expliquait peu ou prou qu'il y avait un grand nombre de pays dans lesquels les salles d'injection étaient développées et que donc il convenait que la France suive ces pays très avancés sur cette piste. Or, quand vous regardez un peu les expériences qui ont été décrites, vous avez des expériences locales dans des régions précises qui ne rassemblent pas du tout des expériences menées par des pays. On va prendre un exemple. On a dit au Canada, il y a des salles d'injection. Il y a une salle d'injection à Vancouver. À Genève, vous avez une salle d'injection. Mais quand vous allez en face dans le canton de Vaud, il n'y a pas de salle d'injection. Donc vous avez des expériences locales qui font l'objet souvent d'expertise de la part soit de gens qui gèrent les salles ou qui sont à proximité, soit de gens qui sont déjà convaincus de cet intérêt. Bon. Donc vous voyez, tout ça nous rend un peu prudents. D'autant que les objectifs qui sont annoncés ne sont pas toujours très clairs. Est-ce que c'est un objectif sanitaire pour éviter les infections? On s'aperçoit que dans l'expertise, on nous explique qu'il n'y a pas de démonstration que ce type de dispositif évite les infections, notamment au VIH. Pour une raison très simple, c'est que ça s'adresse souvent à des usagers qui ont déjà un grand temps d'usage, des usagers de drogue injectable et qui malheureusement sont déjà atteints, et que si l'objectif est de ne réserver ces dispositifs pour éviter d'encourager à l'usage des drogues, mais si c'est pour entourer les usagers, je dirais, en fin de parcours ou pour lesquels aucun autre dispositif n'a permis d'arriver à un encadrement médical, les infections sont déjà là.
En termes d'éviter les infections, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas d'autres dispositifs plus utiles. Alors, je rappelais tout à l'heure qu'on avait beaucoup de chance puisque le dispositif d'échange de seringues ou le programme de substitution avait réduit la contamination des usagers et évité un certain nombre d'overdoses et par ailleurs fait diminuer l'usage d'héroïne. Et il faut regarder peut-être la méthodologie qui a été utilisée dans cette enquête, puisque on vous explique que à Vancouver notamment, sur un certain nombre d'usagers qui fréquentent cette salle, il y en a tant qui ont été référés vers des centres de soins. Alors évidemment, on arrive à une question de communication. Qu'est-ce que veut dire référer? On a l'impression qu'on est pris en charge par un médecin. Non, c'est quelqu'un qui a été orienté, à qui on a donné une adresse vers un centre de soins. Et après, on dit, tant de ces personnes, donc il faut faire des fractions, ont été suivies, sont rentrées dans un parcours de soins. Mais je parlais des coûts-bénéfices. Il faut voir qu'un centre de soins dont on nous dit qu'ils peuvent coûter dans les 1 million à 3 millions d'euros, si vous avez sur 100 personnes, 10 personnes qui ont une adresse et sur ces 10 personnes, 3 qui se sont présentées, ça veut dire que vous payez 1 million d'euros pour 3 personnes. À partir de là, il ne s'agit pas de se glorifier en disant oh, c'est formidable, c'est formidable. Il faut savoir s'il n'y a pas des dispositifs qui sont susceptibles de proposer le même service à moins cher. Et c'est en ça que je reviens à ce qui est intéressant dans cette controverse, c'est qu'on a perdu de vue cette idée de est-ce que c'est vraiment nécessaire par rapport au dispositif actuellement.